quelques commentaires sur le cours de liaison série, donc dans lequel on va parler de la liaison RS232 dans un premier temps qui donnera lieu à un labo, la liaison I2C également. Et bon, quant à la liaison SPI, on va parler de son principe, mais voilà, on n'aura probablement pas le temps de faire un labo dessus. Donc je vais passer en vue certains principes caractéristiques des liaisons série. Il y a des notions sur lesquelles on va faire un peu l'impasse parce que j'estime que c'est pas le moment de le faire là maintenant. On verra ça a posteriori quand on aura un peu plus de recul sur voilà, quand on aura vu plus en détail déjà la liaison RS232 et la liaison I2C. Alors il y a quand même des termes à retenir. Déjà, donc quand il y a une liaison, il y a un émetteur et un récepteur, la question c'est est-ce que l'émetteur peut uniquement émettre ou est-ce que il peut y avoir un échange entre l'émetteur et le récepteur. Auquel cas, dans un cas, si on peut simplement émettre, on est sur une liaison simplex. Si on peut envoyer une donnée, en recevoir une autre de la part de l'autre élément sur la ligne, on a une liaison alpha duplex, donc on parle chacun son tour. Et si les deux éléments sur la ligne peuvent être émetteur et récepteur, on parle à ce moment-là de liaison duplex si ces derniers peuvent émettre et recevoir en même temps. Donc ça suppose à ce moment-là deux supports de communication pour que tout se passe simultanément. Alors on peut parler de ETTD, équipements terminaux de traitement de données. Donc en gros, ça va correspondre à des processeurs qui échangent des informations. Alors concernant les supports de communication, donc typiquement, pour nous ça va être du fil. Hein. Donc après, on parle d'une bande passante puisqu'on a nécessairement une limitation de la fréquence. Hein, au-delà de la bande passante, par définition, ça ne passe pas, donc le signal n'est pas envoyé. Donc si par exemple on veut envoyer des signaux téléphoniques, il faut s'arranger pour envoyer des choses qui sont entre 300 et 3,4 kHz. Bon, après il y a des notions de protection contre les erreurs de transmission, ça on verra quelques applications pour la liaison, déjà une première application sur la liaison RS232. Concernant le codage, NRZ, Manchester et compagnie, ça j'estime qu'on ne voit pas pour le moment, on y reviendra. Alors comme nous on va gérer soit une communication entre le PC et le microcontrôleur, on est sur une liaison câblée, on fait une transmission dite en bande de base. Maintenant si on est sur des supports comme que ce soit par câble ou après en hyperfréquence, on peut éventuellement travailler autour d'une fréquence porteuse. Donc à ce moment-là, l'information 0 et 1 est modulée par rapport à cette fréquence initiale. On distingue également des liaisons parallèles et des liaisons série. Pour l'instant, on a vu la liaison parallèle avec les bus d'adresse et de données dans le processeur. On peut envisager éventuellement cette technique pour échanger des données entre un capteur et un processeur, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça monopolise au minimum 8 fils pour un échange sur 8 bits. Donc la plupart du temps, on sera suffisamment rapide en utilisant une liaison série. Donc là, on a un seul fil pour transmettre l'information et on charge un registre à décalage en parallèle, donc avec le bus de données typiquement dans le processeur, et ensuite on sérialise, donc à chaque coup d'horloge on envoie un bit, et donc on va récupérer au fur et à mesure l'information de l'autre côté sur le récepteur dans un registre à décalage également, et donc cette information après est récupérée de manière parallèle au niveau du bus de données. On va distinguer également le fait qu'on a une transmission asynchrone ou synchrone. Asynchrone, c'est en gros on ne transmet pas de signal d'horloge. Donc il faut que l'émetteur et le récepteur soient d'accord sur un débit. Il faut que tous les deux sachent à quelle vitesse arrivent les bits, puisqu'on ne renseigne pas cette information avec un fil d'horloge.
Et ça c'est important, dans une liaison asynchrone, il faudra vérifier la configuration en termes de débit de part et d'autre. Donc en gros, on considère un état de repos, qui est un état logique, une tension, hein, supposons que c'est 3,3 volts. Dès lors qu'on passe de 3,3 à 0 volts, on considère que l'échange est initié et que tout ce qui arrive, tous les bits arrivent à une certaine vitesse et qu'il faut les récupérer à cette même vitesse. La transmission synchrone, elle, c'est le cas de la liaison I2C ou de la liaison SPI. On a en plus un fil d'horloge qui permet de mettre d'accord d'emblée l'émetteur et le récepteur. On en vient à la liaison RS232, alors qu'on va rencontrer également sous le terme UART, Universal Asynchronous Receiver Transceiver, ou USART éventuellement. Tout ça, c'est à peu près la même chose. Alors c'est une très vieille liaison qui à la base permettait de faire le lien entre un PC et un modem. PC qu'on nomme ETTD et modem qu'on note ETCD, qui demande terminaison de circuit de données. On ne l'utilise plus pour ça désormais, hein, c'est plutôt pour communiquer entre deux processeurs ou entre un capteur et un processeur éventuellement. Si par exemple on veut brancher un GPS sur un microcontrôleur, souvent c'est avec ce type de liaison. Donc bien qu'elle soit vieille, peu performante, elle est simple à mettre en œuvre et elle est toujours présente. Ne serait-ce que pour faire du debug, comme elle est facilement... on peut facilement la mettre en œuvre. Voilà, il y a toujours des broches qui traînent pour pouvoir l'utiliser. Alors, comme toutes les liaisons, il y a des normes qui vont spécifier les niveaux de tension à considérer pour dire, là on a un bit à 0 ou un bit à 1. Toutes les interfaces physiques sont définies dans la norme. Comme initialement il s'agit de faire un lien entre un PC et un modem, il y a pas mal de signaux, beaucoup ne servent à rien désormais. Donc là ce qui va nous servir c'est le signal TX transmission, RX réception, qui est prévu pour se brancher en direct entre le modem et le PC, mais si on est entre deux PC, il faut croiser les fils. Voilà, ça va être le cas ici. Entre deux PC, on prend le TX de l'un, on le met sur le receive de l'autre, inversement pour RD et TD. Et on peut éventuellement utiliser les signaux RTS et CTS, Clear to Send et Request to Send, pour indiquer qu'on est en train d'envoyer un signal. Alors quand on part du PC et qu'il faut envoyer le signal à distance, si on est relativement près, c'est pas trop gênant. Voilà, au-delà de quelques mètres, il faut envisager d'amplifier les signaux TX et RX, et puis donc on a des circuits dédiés. Alors nous sur la carte, on a une interface pour transformer les signaux UART en liaison USB, ce qui permet de se brancher directement sur le PC. Et soit dit en passant, c'est le même câble qui permet de faire le debug, d'alimenter la carte et donc d'utiliser la liaison série RS232. Alors la liaison série RS232 est asynchrone. Donc comme je le disais précédemment, on a un état logique 1. Dès lors qu'on voit un passage à 0, on se dit c'est bon, là il y a un échange qui s'initie. Le bit de start est à 0. Ensuite, on a les bits de données. Et le dernier bit, si on choisit qu'il soit présent, après on peut moduler le format de la trame, c'est le bit de parité. Donc il y a un OU exclusif qui est fait sur la donnée à envoyer. Alors, le OU exclusif, si vous mettez... vous prenez 2 bits, le OU exclusif il se met à 1 si vous avez un nombre impair de 1 dans la donnée. Donc c'est la même règle si vous avez 7 ou 8 bits, ça se passe de la même manière. Donc ce calcul est réalisé avant l'émission et donc on le colle à la fin de la donnée. Et à la réception, on fait ce même calcul, cette même détection de parité. On compare les deux résultats et ça permet de dire que s'il y a eu un problème de transmission, qu'un bit qui est passé à la trappe, on saura le détecter.
Alors, concernant l'aspect synchronisation, donc comme on le disait, on est sur une liaison de type asynchrone, donc on ne transmet pas d'horloge. L'émetteur, lui, il transmet, il est réglé pour envoyer les choses à un certain débit. Et le récepteur, lui, quand il voit le passage de l'état 1 à l'état 0, il se dit, oula, il y a quelque chose qui est un échange qui a démarré. Donc il va attendre la moitié de la durée d'envoi d'un bit pour échantillonner. Donc il se dit, à cet instant-là, j'ai un niveau stable, je récupère la valeur. Et il sait après à quelle vitesse il faut récupérer chacun des bits. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, il y a un décalage, mais on resynchronise cet échantillonnage quand on a transmis un octet. Hop, à l'octet suivant, on se recale sur le front descendant du bit de start. Bon, en termes d'efficacité, comme il y a un bit de start, que la donnée elle fait 7 ou 8 bits, qu'il y a un bit de stop et un bit de parité, ça fait beaucoup de bits supplémentaires par rapport à l'information envoyée. Donc en termes d'efficacité, évidemment, c'est pas extraordinaire. Alors les débits, on peut noter le débit de 9600 bits par seconde, qui sera souvent le débit par défaut. Le plus rapide, c'est 115 200. On peut choisir d'utiliser les signaux CTS et RTS pour faire du contrôle de flux. Donc quand le signal CTS se met à 1, on interrompt le flux de données. De même qu'avec le protocole XON-XOFF. XON-XOFF sont des caractères particuliers qui, quand ils sont réceptionnés, interrompent également un échange entre les deux éléments connectés. Donc voilà un schéma simplifié d'un périphérique UART. Donc on peut remarquer le registre à décalage pour l'émission, de même pour la réception. On est sur du full duplex, on a bien deux registres différents. Il y a un registre d'émission et de réception qui permettent de stocker la valeur avant qu'elle soit sérialisée. Et on va retrouver des registres de contrôle pour notamment donner l'ordre d'envoyer. Registre d'état pour dire le registre d'émission est libre, on peut venir écrire dedans. Donc on retrouve la configuration d'un périphérique traditionnel avec les registres qu'on connaît déjà. Alors si on parle de liaison RS-232, c'est juste une liaison entre deux éléments. Après, il y a d'autres normes qui étendent un petit peu ce protocole. Sur la norme RS422 permet de brancher plusieurs récepteurs sur un même bus, sachant qu'on fonctionne avec des liaisons différentielles. Donc l'intérêt, c'est s'il y a une perturbation avec la liaison RS-232 précédente, donc on a juste une tension par rapport à la masse, donc si on affecte la tension, on risque de détériorer l'information. Si maintenant ici la perturbation affecte la liaison série, cette perturbation va affecter les deux lignes en même temps. Donc la différence de potentiel qui contient l'information, elle va être conservée. Et après la norme RS485, elle permet d'avoir plusieurs émetteurs-récepteurs sur un même support.